France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Petit Prince et grand succès, histoire d'un phénomène littéraire et planétaire qui paraît en avril 1943 aux États-Unis et en avril 1946 en France. Lecteurs, lectrices de tout âge découvrent alors un désert et l'astéroïde B612, un baobab et une rose, un renard et un serpent, un allumeur de réverbères et un businessman, un géographe et un ivrogne, un aviateur et le Petit Prince. À Léon Verte. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse, cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse, cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. Le cours de l'histoire. Nous venons d'entendre Claude Verte, le fils de Léon Verte, qui lisait la dédicace qu'Antoine de Saint-Exupéry a offert à son ouvrage Le Petit Prince, donc dédié à Léon Verte. Bonjour Nathalie Prince. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature au Mans Université, à Le Mans Université. Exactement. Merci vivement pour votre patronyme aussi, Nathalie Prince. Mais c'est pas pour ça que vous êtes spécialiste du Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que dans ce cas-là, Alban Cerisier, c'est spécialiste des cerisiers. Alban Cerisier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des éditions Gallimard, éditeur et spécialiste de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Un petit mot sur la dédicace que nous venons d'entendre, qui a beaucoup marqué. Il ne peut pas offrir son livre, le dédier à Léon Verte, parce que peut-être qu'il est devenu un adulte, alors il le dédie à Léon Verte quand il était petit garçon. C'est magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique. Ça dit déjà beaucoup de choses sur ce que représentait l'amitié pour Antoine de Saint-Exupéry, et notamment l'amitié à l'égard de ce grand écrivain libertaire, antimilitariste qui était Léon Verte. Enfin, c'est un personnage à part entière auquel il était très très attaché, et qu'il a laissé en France, dans son Jura, où il était réfugié d'une certaine façon, et il était très inquiet pour lui. Donc ça place le livre sous l'angle de l'amitié, avec d'ores et déjà une intensité émotionnelle extrêmement forte. Et c'est une dédicace qu'il a placée au devant de son livre, tout à fait à la fin de l'élaboration du livre. Ça, les archives en témoignent. Et dans les premiers jeux d'épreuves dont nous disposons, du Petit Prince dans sa version américaine, on y reviendra peut-être, la dédicace ne figure pas. Et Saint-Exupéry dira d'ailleurs à Consuelo, son épouse, dans sa correspondance, à quel point il regrettait de ne pas lui avoir dédié cette œuvre qui lui était évidemment destinée également. Donc il y a quelque chose comme un tremblement déjà aux premières lignes. Et puis enfin, ça dit toute la complexité littéraire de ce livre. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une triple dédicace avec essentiellement une hésitation volontaire, voulue, sur la destination du livre. Un enfant, un adulte, ou un adulte qui est encore enfant, ou un enfant qui est quelque part un adulte, comme le Petit Prince. Nathalie Prince, bien sûr, ici, ce sont les premières lignes que nous lisons quand nous découvrons le Petit Prince, cette dédicace, et elle a toute cette importance et cette complexité qui fait écho à la complexité même du livre, non pas par la lecture, parce que la lecture est limpide, mais la complexité par qui en est le destinataire. Bien sûr, mais le simple est une notion complexe. Il faut bien partir de là quand on travaille sur le Petit Prince. Et il y a, à travers sa dédicace aussi, l'obsession du redevenir enfant de Saint-Exupéry, qui a passé beaucoup de temps de sa vie à vouloir retourner au pays de l'enfance. Oui, et le pays de cette l'enfance. dédicace le signe, ça. Il est loin au moment où il écrit Le Petit Prince. Où se trouve Antoine de Saint-Exupéry au moment de la rédaction de l'ouvrage ? Alors, il se trouve aux États-Unis, voilà, déjà très simplement, puisqu'il rejoint New York toute fin 1940, après avoir évidemment pris part à la campagne de France et avoir été démobilisé suite à la défaite française. Et après quelques mois, semaines et mois d'hésitation, il prend l'option, après en avoir discuté avec ses amis, de non pas rejoindre Londres, mais de rejoindre New York, avec la ferme intention de convaincre l'opinion et l'État américain de venir au secours de l'Europe occupée.
Voilà, sous l'oppression nazie. Et donc il va là-bas. Il écrira d'ailleurs là-bas Pilote de guerre, son grand roman sur la défaite française et sa formulation de l'humanisme qui en découle. Et ensuite, toujours à New York et à Long Island également, dans une sorte de villa de résidence que lui avait loué son épouse Consuelo, il va se mettre à l'écriture de ce conte pour enfants qui aurait dû être un conte de Noël, en l'occurrence. Donc il est aux États-Unis, donc c'est un homme exilé, voilà, et qui ne peut pas revenir en Europe encore. Ça mettra des mois pour qu'il revienne en Europe, qu'il trouve le moyen, via un convoi militaire, pour reprendre le combat auprès des siens. Nous associons le nom d'Antoine de Saint-Exupéry au Petit Prince comme une évidence bien sûr, mais au moment où il rédige ce livre, c'est-à-dire au moment où le livre n'est pas encore publié, Nathalie Prince, qui est Antoine de Saint-Exupéry pour les lecteurs, vous êtes l'autrice de Saint-Exupéry, Du vent dans le cœur, c'est aux éditions Calibre qui offre toujours de super biographies. C'est une maison d'édition vive et ça nous permet d'approcher ces personnages avec ici l'idée que Saint-Exupéry est déjà un auteur connu. Il a reçu le prix Femina, mais on ne l'attend peut-être pas dans ce registre-là, celui du conte de Noël. Exactement, Saint-Exupéry, c'est déjà un auteur connu. Il a connu la gloire de son vivant, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Et non seulement il a connu la gloire en France, mais également aux États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, comme le rappelait Alban Cerisier, on l'attend. Ses éditeurs américains l'attendent de pied ferme pour peut-être lui passer cette commande. Et puis il arrive aussi avec sa valise. Et qu'est-ce qu'il y a dans sa valise? Puisqu'il voyage sans presque rien, il y a des feuillets qui sont les feuillets manuscrits de Pilote de guerre. C'est ça qui va commencer par publier aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui écrit et qui se nourrit aussi de ce qu'il écrit. Vous avez dit commande. C'est une commande, Le Petit Prince? Absolument. En fait, les éditeurs américains avaient cette idée de demander à Saint-Exupéry un livre pour enfants. Alors, comment c'est arrivé? Il y a une anecdote selon laquelle il aurait été déjeuner avec Eugène Reynal, son éditeur américain, et son épouse. Et puis, Saint-Exupéry faisait des petits dessins sur la nappe en papier et Eugène Reynal lui a demandé s'il pouvait pas créer une histoire autour de ce petit personnage. Mais en fait, il faut savoir que Saint-Exupéry avait peut-être déjà ça en tête depuis de longues années. Ça mûrissait, cette histoire d'écrire un conte dédié aux enfants. Il était très attaché à l'enfance. C'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Peut-être déjà dans les années 30, il avait ce projet d'écrire pour les enfants. C'est aussi quelqu'un qui dessinait. Donc, pourquoi pas dessiner aussi, ajouter l'image au texte. Oui, et il s'inscrit d'ailleurs dans un moment, une époque de renouvellement de la littérature enfantine. Faut voir, les années 30, c'est l'époque des Contes du Chat-Perché, de Marcel Aimé, donc des écrivains de littérature, des romanciers très reconnus qui se mettent à l'écriture pour enfants et de façon très ambitieuse, parce que les Contes du Chat-Perché, c'est plusieurs volumes avec des partis pris de très avant-gardistes d'illustration à l'époque par l'avant-garde russe. Donc on est quand même, on est à un moment où Saint-Exupéry a pu être sensibilisé à ça. Et puis quand il arrive aux États-Unis, à la faveur d'une interview dans un grand magazine américain, il dit à quel point il aime les contes pour enfants, que ça revient souvent dans ses carnets, relire les livres de l'enfance et essayer de saisir en eux ce qui charrie les grandes vérités, les extraire de la part de naïveté pour aller chercher les vérités graves, les vérités fortes. Voilà, donc évidemment avec Andersen, voilà. Et sa mère lui disait beaucoup les contes d'Andersen, bien et sûr. Notamment La Petite Sirène, qui lui est venue vraiment lui perforer le cœur. Et toute petite anecdote, l'éditeur de Saint-Exupéry est l'éditeur de Mary Poppins. C'est le même. D'accord. Voilà. Donc effectivement, il y a une proximité à Pamela Travers, l'auteur de Mary Poppins, de par la proximité éditoriale, tout simplement. Voilà. Et c'est la même époque. Donc, oui, voilà, il y a aussi une attente. Et puis Saint-Exupéry, nous l'avons dit, s'est fait connaître par le passé, en 1931 avec Vol de nuit, et puis avec Courrier Sud en 1929. Ce sont des récits de son expérience d'aviateur où se niche peut-être aussi de la poésie. Courrier France-Amérique, parti de Toulouse, 5h45, stop. Passé Alicante, 11h10. Toulouse parlait. Toulouse, tête de ligne. Dieu lointain. En 10 minutes, la nouvelle nous parvenait par Barcelone.
par Casablanca, par Agadir, puis se propageait vers Dakar. Sur 5000 km de ligne, les aéroports étaient alertés. À la reprise de 6 heures du soir, on nous communiquait encore « Courrier atterrira à Agadir 21h, repartira pour Cabo Juby 21h30, s'y posera avec nombre Michelin, stop. Cabo Juby préparera feu habituel, stop. Ordre rester en contact avec Agadir. Signé Toulouse. » De l'observatoire de Cabo Juby, isolé en plein Sahara, nous suivions une comète lointaine. Un moteur grondait quelque part. De Toulouse jusqu'au Sénégal, on cherchait à l'entendre. Olivier Martineau qui nous lisait ici un extrait de Courrier Sud d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous sommes en 1929 et ici dans cette narration qui pourrait être très factuelle et d'ailleurs elle l'est, il y a quand même le son d'une comète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Alban Cerisier, de rupture complète entre les œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry avant Le Petit Prince et Le Petit Prince. Non, c'est très juste. D'ailleurs, le Petit Prince est nourri de cette expérience, même si Saint-Exupéry a bien veillé à ne pas en faire un autoportrait trop visible. Je veux dire, il a enlevé de son manuscrit initial du Petit Prince, qu'on connaît, qu'on a transcrit, ce qui le rattache trop à son expérience personnelle. D'ailleurs, à un moment, l'aviateur dit, dans le manuscrit, j'écris quelques livres. Voilà, ça n'est plus dans le livre. Voilà, donc bon, il y a une prudence autobiographique. Pour autant, si on y regarde de près, Le Petit Prince commence par quelque chose qui est une sorte de continuité avec l'œuvre qui précède. C'est l'histoire d'un aviateur qui tombe dans le désert. Courrier Sud, c'est l'histoire d'un aviateur qui tombe dans le désert. Vol de nuit, c'est l'histoire d'un aviateur qui a beaucoup de mal dans la nuit sud-américaine. Tout ça, il y a un fil, véritablement. Et ce qui est magnifique dans Le Petit Prince, c'est qu'il part finalement d'une continuité romanesque pour arriver au conte de l'enfant. Il enchâsse un conte pour enfants dans un roman, d'une certaine façon, dans le début d'un roman. Donc il y a quelque chose d'une très belle transition qui se joue là, qui fait une continuité. Le manuscrit original du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est publié aux éditions Gallimard, pour une édition anniversaire. Bien sûr, ici nous sommes fascinés toujours par l'exploration de ces manuscrits, de ce travail. D'ailleurs, quand on regarde ce travail à Nathalie Prince, il y a le Petit Prince publié à New York en 1943, Le Petit Prince publié en France en 1946. Des différences entre les deux, c'est-à-dire que Le Petit Prince que nous lisons est-il celui qui a pu être lu en 1943 ? Il y a des toutes petites nuances, des toutes petites différences et je me suis attachée à une je ne sais pas comment on dira, une vétille, une coquille sur le nombre de couchers de soleil dans le chapitre 6 du Petit Prince qui m'a obligée d'abord à me remettre en question. Ça m'a beaucoup déstabilisée en tant que chercheuse et j'ai cherché à savoir pourquoi ce chiffre changeait entre la version qu'on trouve dans la Pléiade, où on affiche vraiment le Petit Prince voit 44 couchers de soleil sur sa toute petite planète. C'est une planète qui est si petite qu'on peut voir autant de couchers de soleil le même jour. Et puis les 43 couchers de soleil qu'on trouve dans d'autres éditions. Et c'est vraiment à l'occasion d'un cours avec mes étudiants que je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui clochait et ça m'a littéralement obsédée pendant plusieurs années. Et en retournant sur le manuscrit, je m'aperçois que Saint-Exupéry a bien écrit 44 couchers de soleil. Ouais. Et cette nuance, elle vient peut-être du fait que ces couchers de soleil, c'est le nombre d'années qu'il a vécu et peut-être c'est un compte à rebours. En fait, quand il écrit ces 44 couchers de soleil, il y a peut-être cette façon de dire que il en a fini avec la vie, il est au bout du rouleau. Alors bien entendu, il a envie encore de se rendre utile. Il va, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il va aller non pas se battre littéralement parce qu'il fait des missions de reconnaissance. Il allait faire des photos, mais peut-être que là, il est arrivé au bout du rouleau et que c'est peut-être le moment de sortir de scène pour aller rejoindre son petit personnage. Ce serait mon hypothèse de lecture, c'est que il annonce en fait dans Le Petit Prince sa mort. Non seulement il raconte sa vie, mais il annonce également sa mort. C'est la chronique d'une mort annoncée. Par le nombre de couchers de soleil. Alban Cerisier, à quoi ressemble d'ailleurs ce manuscrit ? C'est un manuscrit très travaillé, très raturé, ou alors c'est écrit d'une plume ?
Alors, c'est le manuscrit tel qu'on le connaît, qui est donc conservé encore à New York, puisque Saint-Exupéry l'avait offert à une de ses très proches compagnes, Sylvia Hamilton. C'est 160 environ feuillets écrits essentiellement au crayon. Donc c'est des choses extraordinairement fragiles sur le papier qu'utilisait alors Saint-Exupéry, qui est un papier américain dit onion skin, donc pelure d'oignon, donc quasi transparent. C'est une papier Bible, d'une certaine façon. Et ça s'y prête bien, du reste. Pour être publié dans la Pléiade, c'est parfait. Et voilà, donc c'est quelque chose d'extraordinairement fragile, très très bien conservé, cela dit. Et il est quand même d'une écriture assez assurée dans l'ensemble. Il y a bien sûr des parties qui sont retravaillées, etc. Mais on n'est pas, pour moi, au tout début de la maturation de l'histoire. Ça, on en connaît maintenant des traces, parce que d'autres feuillets se sont ajoutés à celui-là, qu'on reproduit d'ailleurs dans la nouvelle édition, où là on a plutôt le proto-manuscrit, et là c'est des idées de composition avec des variations très 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 fortes, bien sûr. Il y a quelque chose de très majeur, il me semble, dans ce manuscrit, c'est que la rencontre avec le renard ne vient que dans un second temps. Or, elle est essentielle. Le renard porte la vérité, véritablement. C'est l'homme par lequel le petit prince prend conscience de lui-même et de ce qu'il rattache profondément à sa rose. C'est l'univers affectif qui est révélé, d'une certaine façon. Et en fait, au tout début, Saint-Exupéry avait simplement fait naître cette prise de conscience chez le petit prince, sui generis, suite à sa visite au jardin des 5000 roses. Il est effondré par l'uniformité des roses, l'effroyable ressemblance des choses et des êtres. Terrible révélation. Voilà. Il s'effondre, il pleure. Et là, il prend conscience tout seul de la singularité de sa rose. Et ça marchait pas bien. Il fallait être dans le conte pour enfants, il fallait qu'une petite rencontre, celle du renard et de la découverte de ce que apprivoiser, bien entendu, puisse venir pour que la narration trouve vraiment sa subtilité, et puis que cette découverte soit progressive. C'est un ingénieur du temps, Saint-Exupéry. Le Petit Prince, plus je le relis, plus je me dis à quel point la science de la durée dans cette écriture. Il y a des moments où il ralentit le récit, des moments où il l'accélère, des moments où il ralentit. Et notamment toute la fin, elle est ascensionnelle, émotionnellement, mais parce qu'elle est ralentie. C'est une marche très lente dans le désert, jusqu'à là, l'effroyable qui arrive un moment via le serpent, qui est là très rapide. Nathalie Prince, c'est en écho à ce que vous nous disiez sur cet ouvrage qui raconte une vie et qui annonce la mort, ce soleil qui se couche. C'est une histoire de temps. Le Petit Prince, ça correspond bien d'ailleurs à son métier d'aviateur, où la question du temps, alors le temps qu'il fait, c'est une chose, mais le temps aussi qui passe en est une autre. Il y a ce rythme dans Le Petit Prince qui nous touche aussi, et là, en tant que lecteur, on n'en est pas conscient. On le subit, mais de manière extrêmement agréable, et c'est en cela qu'on est emporté. Oui, mais ne serait-ce que par la trame narrative qui fait qu'il va visiter les planètes les unes après les autres. Il fait ses petits constats humanistes, parce que c'est un petit donneur de leçons, un petit poseur de questions et un donneur de leçons. Et petit à petit, on s'engage dans ce grand petit destin du Petit Prince. La question de la temporalité, pour un aviateur, elle est fondamentale aussi. Tout à l'heure, on écoutait, je réagis un petit peu après coup, mais on a écouté un passage. Aujourd'hui, on fête les 100 ans de l'Aviateur, la première nouvelle de Saint-Exupéry qui est parue dans le Navire d'Argent le 1er décembre 1926. Non, le 1er avril, 1926. Et on est aujourd'hui dans les... C'est vrai, c'est un centenaire. C'est une drôle de coïncidence magnifique. Avec la matérialité du manuscrit, on l'a dit, qui est publié là chez Gallimard, on voit comment Saint-Exupéry a pu travailler son texte. On voit ici des ratures, des changements, on voit l'écriture, le papier aussi, c'est très intéressant de voir par la matérialité. Puis comment savoir comment il écrivait ? Dès lors, nous avons les témoignages notamment de son colocataire, l'écrivain André Mauroy. Là, il était en train de commencer à écrire Le Petit Prince. Il aimait travailler la nuit. Alors le soir, on jouait aux cartes, aux échecs, on racontait des histoires, jusqu'à minuit. À minuit, Saint-Ex nous disait « Allez vous coucher ». Alors Consuelo montait se coucher, moi j'allais dans ma chambre. On dormait 1 heure, tout d'un coup on entendait des cris dans l'escalier « Consuelo, Consuelo ». C'était Saint-Exupéry.
Alors Consuelo passait hâtivement une robe de chambre et descendait, moi je descendais aussi, et nous le retrouvions en bas, il disait voilà, je travaille depuis 1 heure, j'en ai assez, je voudrais manger quelque chose, fais-moi des œufs brouillés. Consuelo allait faire des œufs brouillés, Syntex reparlait de nouveau pendant une demi-heure, ou bien allait se promener dans le jardin, et puis il disait maintenant, allez vous coucher. On allait se coucher, ça durait 1 heure, au bout d'1 heure on entendait de nouveau Consuelo. Et c'était Syntex qui disait, maintenant j'ai de nouveau travaillé 1 heure ou 2 heures, j'en ai assez, je voudrais faire une partie d'échecs, il faut que mon roi ou toi jouiez avec moi. Puis ça recommençait. Et c'était ça, Saint-Exupéry. C'était à la fois un héros, un enchanteur, et c'était un profond philosophe. Et quand il écrivait Le Petit Prince, il y avait là un mélange d'une fantaisie qui lui venait de Consuelo, car elle avait beaucoup de fantaisie, et puis ce que lui voulait, c'est-à-dire donner à ce conte de fées une profondeur à travers un mythe. André Mauroy, en 1964, ici, qui évoquait sa colocation avec Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo de Saint-Exupéry. Mais quel colocataire insupportable. Alors, magnifique aussi, mais insupportable, Nathalie Prince. C'est vrai que c'est très étonnant d'entendre cela et amusant aussi. Exactement. Et on entend aussi dans ce témoignage que Saint-Exupéry, c'est un homme de la nuit. Et il travaillait beaucoup la nuit, on parlait des manuscrits, il écrivait la nuit, il fumait beaucoup pendant qu'il écrivait. Cette phrase magnifique dans une lettre où il dit à sa maman « Je n'ai jamais vécu qu'après 9 heures ». Exactement. Mais c'est vraiment ça. Et il a écrit Vol de nuit, il faisait ses vols la nuit et il écrivait la nuit, c'est très important, c'est un homme de la nuit. Et Consuelo, c'était plutôt... Il fallait plutôt l'attirer du côté de la lumière, le soleil, avec la rose. Je suis née en même temps que le soleil, peut-être. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne va pas dans ce couple, on va dire, dysfonctionnel. C'est joliment dit. Ce qui est magnifique dans le témoignage de Mauroy, d'une part, c'est que ça situe exactement l'endroit où est né le Petit Prince. Voilà. Donc, on est à Bevin House. En fait, c'est pas à New York, là, ce que décrit Mauroy, c'est vraiment à Bevin House, donc sur Long Island, où il reste plusieurs mois et où il écrit pour une part, ou finit d'écrire plus justement, je pense, Le Petit Prince, et surtout où il va pendant plusieurs semaines travailler à ses dessins. C'est-à-dire, je soupçonne que la réalisation des dessins a pris beaucoup plus de temps à Antoine de Saint-Exupéry que l'écriture de son texte, en tout cas du premier jet de son texte. Et ça, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, d'une part d'André Mauroy, mais d'autres de ses amis, Denis de Rougemont qui était là-bas, Lazareff, le grand journaliste, le grand artiste Joseph Cornell américain, où il y a un témoignage extraordinaire, et d'ailleurs Cornell revient avec des dessins de Saint-Exupéry dans sa petite valise, voilà. Et on voit à quel point Saint-Exupéry se donnait du mal pour arriver à atteindre cette justesse du témoignage par le dessin, puisqu'on ne l'a pas dit, mais en fait une des grandes particularités du manuscrit et de ce livre-là, c'est qu'il est dessiné par son auteur, et que le dessin y joue un rôle absolument essentiel pour porter la signification même du conte, puisque c'est par le dessin que la rencontre entre le Petit Prince, enfin entre l'aviateur et le Petit Prince, est possible, et que le Petit Prince se nourrit, à proprement parler, des dessins de l'écrivain. Pour résoudre son problème de planète, le Petit Prince, l'aviateur fait un dessin au Petit Prince. Il dessine une boîte avec un mouton dedans, ce qui lui sauve la question. Il peut revenir sur sa planète parce qu'il aura un mouton. Voilà. Ouais, et tout ça, ça joue vraiment un rôle décisif. Et si la question des dessins est manquée, le livre sera manqué. Voilà. Et c'est ça qui se passe. Et c'est Eda Stern, son amie américaine, qui lui a dit de prendre confiance en lui pour réaliser ses dessins. Parce que parfois, certains dessins ne sont pas absolument réussis, comme le tigre. Oui. Et je crois qu'il a pris modèle sur le petit chien de Bevin House pour faire son tigre. Je ne sais pas si vous avez le tigre en tête, mais il mérite d'être vu. Il a réalisé ses dessins au moment où il écrivait Le Petit Prince, ou la phase d'illustration arrive après? En fait, en même temps, puisqu'on le voit bien dans le manuscrit, il intègre des éléments de dessin dans le manuscrit lui-même, dans les pages du manuscrit. Donc il a vraiment tout à fait en tête le rôle que va avoir le dessin dans sa narration, mais il va petit à petit accueillir concevoir d'autres dessins qui vont
qui vont densifier d'une certaine façon la partie graphique de son texte. Et le positionnement des dessins dans le livre, tout ça lui importe énormément. Il est en colère contre son éditeur américain parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il veut faire. Ce livre est très atypique, il est très complexe. Il est aussi complexe que Alice de Lewis Carroll, qui lui-même avait pensé faire fait ses dessins. Bon, et c'est pas ceux qui ont été publiés, mais il y a vraiment une attention très particulière à ça. Et il embrouille beaucoup ses éditeurs américains avec ses corrections, ses changements de position des dessins. Vous l'avez rappelé, c'est vrai que c'est radicalement différent de proposer un livre avec ce rapport texte-image qui n'est pas sur le modèle du livre illustré tel qu'on le connaissait au 19e siècle, avec les grandes illustrations, par exemple, de Gustave Doré. Ouais. Voilà, une planche qui va résumer un chapitre ou les pages qui précèdent, ou qui suivent d'ailleurs. Mais là, on va vraiment avoir différents dessins parfois sur la même page, ce qui nous rapproche un petit peu de ce que fait et ce que propose l'album contemporain. Alors, on n'y est pas encore. C'est le début de l'album, on pourrait dire ça, mais on peut avoir plusieurs dessins sur la même page, comme... Vous avez parlé de la caisse, mais avant, on a 3 dessins de moutons plus ou moins ratés ou plus ou moins réussis, c'est selon. En tout cas, le mouton idéal est dans la caisse. Je pense aussi aux 2 derniers dessins avec Le Petit Prince, sans Le Petit Prince. Il y a 2 traits, c'est extrêmement épuré, 2 traits, une étoile. L'image où Le Petit Prince est tombé, et puis... tout à la fin, il y a une figuration de l'absence qui est absolument remarquable. Saint-Exupéry, il sait aussi donner de la présence à ce qui n'est pas, et ça, c'est ce qui fait aussi l'art de Saint-Exupéry. Et l'éditeur accepte cette proposition, et dès lors, le livre peut être édité et l'aventure peut commencer. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne d'avion. Dessine-moi un mouton. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Et ici, nous avons entendu les voix d'Olivier Martineau, de Jean-Louis Trintignant, de Gérard Philippe, de Mouloudji, et Le Petit Prince, c'est Georges Poujouli avec l'aventure qui débute. Est-il possible de résumer Le Petit Prince? Alban Cerisier, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est l'histoire d'une rencontre, dans le désert, entre un aviateur et comme une apparition, celle du Petit Prince, un petit personnage. Et en fait, l'aviateur va, lors de cette rencontre, comprendre petit à petit ce qui est arrivé au Petit Prince et pourquoi il se trouve dans le désert. Et donc, le livre, c'est le souvenir, finalement, de l'aviateur, de cette rencontre et la restitution de ce qui est arrivé au Petit Prince. Voilà. Et donc, l'aviateur nous apprend d'une part comment, de confidence en confidence du Petit Prince, il va saisir le parcours interplanétaire de ce petit personnage ayant quitté sa toute petite planète, voilà. Et donc, sa Rose, suite à une franche engueulade, on peut le dire, voilà. Enfin, ça s'est pas très très bien passé. Il en avait assez de sa Rose. Il a saisi l'opportunité d'un vol d'oiseaux sauvages et il est parti à la découverte du monde, à l'aventure, comme Saint-Exupéry, bien entendu. Il a fui, il est parti. Voilà. Et dans cette fuite, et c'est là où on rejoint le récit d'apprentissage, bien entendu, initiatique, il va faire quelques rencontres. Chacune de ces rencontres va se ponctuer, même si Saint-Exupéry n'y insiste pas, mais d'une vérité, de la découverte d'une certaine vérité, et de fausses vérités d'ailleurs, sur l'existence humaine, jusqu'à ce qu'il arrive sur la Terre. Et là, sur la Terre, il va vraiment saisir ce qui, au fond, l'attachait profondément à celle qu'il a quittée, qu'il a laissée dans cette petite planète. Et il va trouver le moyen d'y revenir, d'où cette rencontre avec l'aviateur, pour pouvoir revenir chez lui, au fond. C'est l'histoire d'un retour chez soi, comme beaucoup de livres, de très grands livres du répertoire. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'Odyssée. On est vraiment aux racines de la littérature universelle, le retour chez soi. Comment on revient chez soi. L'Odyssée qui peut être un livre pour enfants, il faut le simplifier un peu, mais ça se raconte et ça l'est. Et Nathalie Prince, Le Petit Prince aussi, parce que l'ouvrage est destiné à être un conte de Noël. Bon, il sort en avril, c'est loupé. Et puis il ne correspond pas au canon du livre de jeunesse du moment. C'est une nouvelle proposition.
tout de suite, il est perçu comme un livre qui plaît aux adultes. Absolument, mais c'est un livre qui a été destiné aux enfants, qui a été écrit pour les enfants. Je crois que le titre était comme si c'était manuscrit pour que effectivement les enfants s'y retrouvent tout de suite. Mais c'est clairement un livre qui peut être lu par tous, même par les enfants. C'est un grand livre pour les petits et les adultes retrouvent absolument tout ce qu'ils veulent. C'est un livre qu'on peut lire à 10 ans en se disant qu'on a tout compris et qu'on relit à 50 en se disant qu'on n'avait rien vu. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà, Alban Cerisier résumait entre guillemets Le Petit Prince. Je crois que c'est effectivement impossible de résumer. Ce serait une trahison, un acte contre nature. Et en même temps, c'était très joliment fait. C'est un livre qui dit pas grand-chose ou presque rien, et en même temps, c'est tout. Il arrive vraiment à cristalliser la question de l'amitié, la question de l'amour, la responsabilité, les relations absurdes des hommes, la guerre. Il parle de la guerre, la barbarie. Ouais, il y a d'ailleurs une dimension critique dans le livre, critique sociale assurément, sur une humanité qui s'est perdue dans la mécanisation, dans la massification des comportements touristiques, de consommation. Tout ça est très très présent, bien entendu. C'est présent sous la forme du conte, mais c'est quand même là. Et puis il y a aussi une critique du conte. C'est-à-dire que c'est finalement le conte. Enfin, il prend quand même le soin de faire il le dit d'ailleurs. Il dit à un moment, j'aurais aimé commencer ce conte par Il était une fois un aviateur qui a besoin d'un ami. Mais c'est plus possible. On peut plus raconter les contes comme Andersen les racontait. C'est l'humanité a trop vrillé. Et elle doute d'elle-même. Et ce faisant, l'humanisme est quelque chose d'assez suspect. Saint-Exupéry est bien placé pour le savoir. Voilà. Et donc, il prend soin d'ouvrir son conte par un quasi avant-propos critique où il explique à quel point le contact émotionnel direct avec le monde, avec les histoires, est de façon totalement navrante, abîmé. Voilà. Heureusement, il y a encore un point de rencontre, il y a encore un aviateur qui est pas tout à fait adulte, même s'il est passé du côté des grandes personnes, et un petit prince qui est pas tout à fait qu'un enfant, qui arrive à se parler par la magie du dessin. Voilà. Et ça, moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'extraordinairement moderniste. Voilà, on est encore une fois, on est en 43, c'est vraiment un livre aussi de désolation, d'exil, de deuil. La mort est extrêmement présente. Enfin, je veux dire, il le dit, je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il l'écrit quand même. C'est écrit, le narrateur du Petit Prince dit « Je n'aime pas qu'on prenne mon livre à la légère ». Il sait très bien ce qu'il écrit. Et effectivement, il y a une critique du pouvoir arbitraire, il y a une dénonciation du capitalisme, des guerres, la guerre, l'armée des allumeurs de réverbères qui se diffuse sur l'ensemble des 6 continents. La guerre peut être nimbée des moutons et des roses. Ouais. Elle est extraordinaire, cette guerre, mais c'est bien le mot guerre qui s'affiche en première ligne. Il y a une dénonciation, effectivement, du monde terrible de 1942. Après, est-ce que c'est un spectacle de désolation ? Oui, j'entends. En tout cas, dans la tête de Saint-Exupéry, ça devait vraiment être terrible. Mais il y a aussi une mélancolie, quelque chose qui relève de l'espoir. La dernière page, il y a, si vous rencontrez ce petit personnage, eh bien, dites-le moi et je pourrais être heureux. Et je pense qu'on n'est plus sur la nostalgie. Tout à l'heure, vous avez parlé de nostalgie. C'est exactement ça. C'est la douleur du retour, la douleur de ne pas être chez soi. C'est ce que vous avez tous les deux rappelé. En fait, Saint-Exupéry veut retrouver ce pays de l'enfance. La nostalgie, au sens fort, c'est une maladie. Il y a ça a été expliqué par un médecin suisse, Johannes Hofer, quand les soldats suisses partaient au combat ailleurs que chez eux et qui mouraient littéralement de ne pas être chez eux. Et le Petit Prince, il est content de partir de sa planète parce que ça se passe pas bien avec sa Rose, on va dire. Il veut aller voir du pays, il veut aller voir ailleurs, mais il n'a qu'une obsession, c'est rentrer chez lui. Et ça, cette fascination du chez-soi me paraît essentielle. Donc plutôt une nostalgie peut-être. L'aviateur, c'est un Saint-Exupéry. Mais alors, Le Petit Prince, c'est aussi Saint-Exupéry.
dire cela, c'est pas trahir l'œuvre, mais c'est ne rien dire aussi parce que c'est beaucoup plus complexe. Vous avez tout résumé. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a autant le droit de le dire que de ne pas le dire. De même que, et la chose est vraie également pour la Rose par rapport à Consuelo, l'épouse, et tout. On peut tout à fait avoir une lecture strictement biographique de ce livre. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry ne la refuse pas. Dans les quelques témoignages, il y en a très peu où il parle de son livre, où il évoque son livre, notamment dans les envois qu'il a pu faire à certains de ses amis. Il fait mettre une petite bulle, un petit phylactère là au-dessus du Petit Prince en disant « ça, c'est ma photographie ». Bon. Pas nous qui le disons, c'est lui qui le dit. Photographie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, et Annélie de Vaugué, une de ses compagnes, il écrit, c'est l'histoire la plus vraie que j'ai jamais écrite. Vrai au sens certainement moral du terme. Voilà, mais aussi vrai au sens strictement biographique. Il n'y a aucun problème, on peut le dire. Tout ça, pour moi, est totalement conciliable. Et ce à quoi Saint-Exupéry s'est attaché, c'est que pour lui, le livre, la poésie, l'écriture, c'est de l'émotion, c'est de la restitution d'émotions. Voilà. Et donc, le biographisme ne peut pas le recouvrir. Enfin, c'est pas possible. Alors là, véritablement, c'est une trahison. Si on se limite à ça. Avec ici le propos de la fleur, de la rose à ce moment-là, parce que qui est-elle ? Consuelo peut-être. Le Petit Prince était un livre qu'il tenait à écrire sur sa fleur. Sa fleur, c'était moi. C'était lui le Petit Prince. Et il avait une fleur à soigner, une fleur, je suis espagnole, une fleur qui craignait les courants d'air, comme disait cette rose, toussait beaucoup, et me tourmentait. Alors je me suis enfuie avec des oiseaux émigrateurs. C'était quand il partait pour ce grand voyage, et que je restais assez angoissée, et que je les menaçais d'aller me réfugier près de mes volcans, près de mes arbres qui grandissent toujours. D'ailleurs, le baobab est un arbre del Salvador. Consuelo de Saint-Exupéry. Ici, d'ailleurs, Almont-sur-Rizier, je rappelle que vous avez publié la correspondance d'Antoine de Saint-Exupéry et de Consuelo de Saint-Exupéry chez Gallimard, avec la figure ici. Alors, d'un couple dysfonctionnel, Nathalie Prince, avez-vous dit en quoi est-ce dysfonctionnel ? Alors, j'ai eu la chance de lire la très belle correspondance de Saint-Exupéry et de Consuelo dans cette édition dont vous venez de parler. Et on lit les plus belles lettres d'amour. C'est vraiment un couple qui s'adorait quand ils n'étaient pas ensemble. À des milliers de kilomètres, c'était le plus beau couple de la littérature dont on puisse rêver. Et dès qu'ils se retrouvaient dans la même pièce, c'était un désastre. Il y avait un énorme problème peut-être d'ego, je ne sais pas. En tout cas, l'un et l'autre. De cohabitation, en tout cas. De cohabitation, voilà. Mais ce que j'écris dans mon petit livre, c'est que c'est la nuit qui a rencontré le soleil. Ils sont vraiment incompatibles. Le livre, c'est Saint-Exupéry, du vent dans le cœur. Quelle place pour Consuelo dans l'écriture du Petit Prince ? Muse, inspiratrice, alors Rose ? déjà, accompagnatrice, parce qu'effectivement, on peut vraiment reconnaître à Consuelo d'avoir mis Antoine de Saint-Exupéry, son mari, dans les conditions propres à l'écriture de ce livre, de calme, de retrait, etc. Une fois qu'elle l'a rejoint donc à New York. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis évidemment, inspiratrice. Il y a aussi le partage d'un imaginaire commun, ce qui effectivement est leur terrain d'entente. D'une certaine façon, on le voit bien dans la correspondance, c'est très 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 tôt. Donc cette poésie des étoiles, des petits animaux. Ce sont deux artistes, oui, vraiment, ouais, ces deux artistes de tout ça leur correspond bien, mais je pense que ce qu'on lui doit, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, cette tension permanente d'une certaine façon. Il y a quelque part, Saint-Exupéry dit aimer sans espoir, ce n'est pas le désespoir. On ne rejoint qu'à l'infini. Voilà. Et l'étoile est inusable. Voilà ce qui est écrit. Je crois que je suis plus dans le Pilote de guerre. Voilà. Mais ça, c'est le Petit Prince. L'étoile est inusable. Donc effectivement, c'est dans la rencontre impossible, la distance permanente, que la vérité de l'amour, quelque part, se révèle. Que la trame la plus profonde et la plus solide de l'existence se révèle. Voilà. Et c'est cet état-là, que Saint-Exupéry va chercher en permanence toute sa vie. Le point limite, là où ça se révèle. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est ce qui rattache l'aventure à l'enfance. Nathalie Prince. Oui, il lui écrit aussi en 1931, c'est-à-dire peu après leur mariage, « Chérie, j'ai toujours du vent dans le cœur. » Preuve que ces courants d'air-là,
déjà là depuis bien longtemps. Oui, parce que il y a ici l'existence de ces individus en exil aux États-Unis, New York, Long Island. Il y a l'écriture du Petit Prince, parution en avril 1943 aux États-Unis. D'ailleurs, quelle réception, parce que c'est pas tout de publier un livre, hein. Si c'est à 50 exemplaires et qu'on offre à ses amis et à sa famille, bon, ça en reste là. Comment ça se passe aux États-Unis? Alors ça se passe plutôt très bien, en l'occurrence. Donc l'ouvrage paraît effectivement le 6 avril 43. Là, on a une date extrêmement précise de parution, c'est-à-dire 4 jours après que Saint-Exupéry a quitté New York pour l'Amérique du Nord. Et l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, pardon, excusez-moi. Donc Saint-Exupéry n'assiste pas à la parution du livre. Et il est très très inquiet, on le voit bien dans la correspondance avec Consuelo, des conditions de réception du livre, conditions de réception critiques et commerciales. Et son éditeur, via Consuelo, le rassure en disant non mais ça fonctionne très très bien, le public est au rendez-vous. Donc vraiment, et un accueil critique très favorable. Je veux dire, il n'y a pas de réticence à ce livre, bien au contraire. Voilà. Donc très bonne réception qui, comme si ça se passera 3 ans plus tard en France, ne fera que croître dans les années qui suivront. Le livre étant comme quelque chose qui se transmet. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement intergénérationnel. On y reviendra peut-être, mais qui fonctionne vraiment et donc qui fait que le succès du livre va se déployer dans le temps. Vraiment, c'est ce qu'on appelle un long-seller d'une certaine façon. Voilà. La réception est-elle la même d'ailleurs lors de la publication aux États-Unis et 3 ans plus tard de la publication en France? Alors déjà le contexte n'est pas le même, parce qu'en 1943 la Seconde Guerre mondiale accourt et après la Seconde Guerre mondiale il paraît en France en 1946. Non, c'est très différent. Je pense que l'objet en soi, c'est presque un ovni, bouscule un petit peu les certitudes, les mentalités. Les Français sont étonnés devant cet objet, mais il rencontre quand même un succès d'estime, calmement, on a envie de dire. Et les gens en parlent. Et puis, dans ce livre, il y a quand même tout un tas de grandes phrases impérissables. C'est remarquablement écrit. Il y a des phrases qu'on a tous en tête. Voilà. Et ça fait que les gens se refilent le livre qui arrive entre de plus grandes mains. Après, il y a la traduction. Et quand le livre commence à être traduit, là, c'est universellement un succès phénoménal. Avec une différence aussi entre la parution aux États-Unis et en France, c'est que aux États-Unis, Antoine de Saint-Exupéry est encore en vie. 1943, 1946, c'est un ouvrage posthume, une publication posthume. Oui, et c'est vraiment vécu comme ça. La trace qu'on en a de ça, qui est très très nette, il y en a 2. Il y a un très bel article avant parution d'Adrienne Monnier, qui était cette grande libraire, vraiment qui avait un rôle très très important dans la vie des lettres, avant-guerre et dans l'immédiate après-guerre, qui annonce l'arrivée prochaine sur le continent européen de cette publication qui a préexisté aux États-Unis, en disant attention là, il y a un trésor qui arrive, soyez attentifs lecteurs français. Et il y a également la pré-publication, puisqu'il y a un chapitre qui est publié dans le numéro 2 de Elle, d'Hélène Gordon-Lazareff, la femme de Lazareff, amie de Saint-Exupéry, bien entendu, et qui obtient l'autorisation de Gaston Gallimard de prépublier un chapitre du Petit Prince dans Elle. Et ça, c'est juste avant Noël 45. Donc il y a cette prépublication est précédée d'un très très joli texte d'un journaliste de l'époque qui place totalement la parution de ce livre dans la continuité de la disparition de Saint-Exupéry. Voilà, et du sacrifice de l'homme donc la tension émotionnelle de la parution posthume est là tout de suite. Elle accueille le livre, elle l'accompagne. Voilà. Et quand même, ça sera quand même un succès de librairie assez important, quand même, puisque on est très 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 vite sur des dizaines de milliers d'exemplaires dès la fin des années 40, quand même. Donc c'est quand même un phénomène. Mais il y a rien d'étonnant, comme vous l'avez dit, Saint-Exupéry, prix Femina, Grand Prix du roman de l'Académie française. Enfin, c'est un écrivain extrêmement célébré. Enfin, il faut juste que les libraires aussi retrouvent leur place, que la vie littéraire dans l'immédiate après-guerre se remettre en route, tout simplement. Oui, parce qu'il y a encore le rationnement jusqu'en 1949 quand même. Donc, manque de papier, tout est compliqué. Tout est compliqué. D'ailleurs, la production, la fabrication du livre, elle est compliquée pour une raison très simple. Je parle de la parution française, 45-46. Il n'y a pas les dessins. On n'a pas les dessins d'Antoine de Saint-Exupéry. Les dessins d'Antoine de Saint-Exupéry, les originaux, qu'on a d'ailleurs redécouverts tout récemment à la faveur de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs en 2022, ils étaient restés à New York, chez Consuelo et Antoine, Beckman Place, au bord de l'East River.
Et donc, Gaston Gallimard, lorsqu'il faut qu'il édite ce livre, il n'a pas les dessins pour le faire. Donc, il a uniquement l'édition américaine. Donc, que fait-il ? Il les fait refaire. Ah oui, par qui ? Par un aquarelliste professionnel. Il est obligé, il n'a pas le choix. Donc, il y a un copiste qui va s'appuyer sur l'édition américaine telle que parue pour faire au plus ressemblant, et c'est parfaitement réalisé, les dessins de Saint-Exupéry. Et quand il a été question de reprendre en folio, donc en livre de poche, il y a quelques années, il y a en 99, si mes souvenirs sont bons, que j'ai travaillé cette édition de poche, je me suis dit, il y a un problème. C'est pas les mêmes dessins, l'édition américaine et l'édition... Enfin, il y a des petits détails, vous savez, c'est des petits traits, c'est des couleurs, etc. C'est pour ça que la couleur de la cape du Petit Prince varie d'une édition à l'autre. Dans la version française de l'après-guerre, elle est bleu ciel, bleu foncé, si vous voulez. Et en fait, le dessin, il est vert d'eau. Et dans l'édition américaine, il est vert d'eau. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des réglages de machine à l'époque d'impression, mais c'est aussi lié au fait que on n'a pas eu le choix que de faire ce travail-là. Et ça explique aussi à certains égards les difficultés de recomposition, etc., les petites différences qu'il peut y avoir entre le texte français publié aux États-Unis et le texte français publié en France à titre posthume. Bon, enfin, c'est les réalités éditoriales matérielles, tout simplement. Mais Antoine de Saint-Exupéry n'a pas retravaillé la version publiée aux États-Unis pour une version postérieure, comme on peut faire à un ouvrage pour d'autres éditions. C'est pas comme ça qu'on doit le concevoir. Non, ça c'est impossible. C'est matériellement pas possible. Il est jamais revenu sur le territoire français. Il n'avait pas de contact direct avec son éditeur. Enfin, voilà, il n'avait pas prévu une correction de manuscrits ou des épreuves états-uniennes. Par contre, il avait bien un exemplaire du Petit Prince en main lorsqu'il quitte New York. Ça, c'était quand même important de le signaler. Maintenant, on le sait avec certitude. Cette chronologie a été établie assez dernièrement, et c'est très important, parce que je veux dire, entre un Saint-Exupéry qui part sans son livre et un Saint-Exupéry qui part et la trace qu'on en a, la preuve qu'on en a, c'est que quand il arrive à Alger, au milieu du mois d'avril 1943, il rencontre une certaine Yvonne de Rose, c'est comme Nathalie Prince, ça ne s'invente pas, qui était la femme d'un diplomate, voilà, et il confie son exemplaire à Yvonne de Rose, et c'est donc le premier témoignage que nous avons d'une lectrice hors États-Unis de ce livre, et c'est Yvonne de Rose. Et Yvonne de Rose pleure en lisant ce livre, donc la première lectrice. La première lectrice de ce livre, Yvonne de Rose, c'est très beau comme histoire. Et on a besoin de cette narration autour de l'œuvre étant déjà elle-même chargée de sens. C'est encore plus beau quand on lui en donne un supplémentaire. Nathalie Prince. On pourrait juste ajouter que c'est un livre qui a été fait peut-être avec des femmes. Il était très entouré par les femmes, et c'est les femmes qui l'ont peut-être accompagné vers la réalisation d'aller jusqu'au bout du Petit Prince. Il y avait Sylvia Hamilton, dont vous avez parlé, Eda Stern, qui l'a invitée à faire elle-même ses propres dessins, Nelly de Vogüé, et à chaque Annabella Power, la femme de la star Tyrone Power. Et à chaque fois qu'il lisait des passages, parce qu'on a bien vu comment ça se mettait en scène, il lisait des passages à tous les gens qu'il avait sous la main. Et à chaque fois, les gens pleuraient, les femmes pleuraient, et l'encourageaient. On est vraiment sur ce récit du pays des larmes dont on parle dans Le Petit Prince. Oui. Je pense que c'est important de dire que ça l'a accompagné, ça lui a donné un petit peu de tiédeur dans ce monde si froid. Surtout après la Seconde Guerre mondiale. L'écriture, c'est pendant la guerre. La publication en France, c'est après la guerre. Dans un ouvrage où l'on peut chercher des sens cachés. C'est aussi la force du Petit Prince. Il y a cette lecture d'enfants qui y voient un sens, qui est le leur. Puis après, il y a la lecture d'adultes qui correspond à des contextes particuliers. Sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par contre, Olivier Martineau et cet extrait du Petit Prince, les bonnes, les mauvaises herbes. Nathalie Prince, là aussi, il y a plein de sens possibles sur un texte comme ça, placé dans des contextes différents. Aujourd'hui, on pourrait évoquer de l'écologie, mais à un autre moment, on pourrait évoquer autre chose avec ces baobabs qui détruisent une planète. Alors là, on est vraiment sur une image qui est un feuilleté de sens, un millefeuille. Je pourrais essayer de parler de trois couches de sens pour cette image des baobabs. D'abord, au niveau peut-être personnel, intime, ça peut représenter le corps de Saint-Exupéry qui est transpercé de toutes parts par toutes les blessures, tous les accidents, tous les crashs d'avion qu'il a eu. On lui a même extrait des petites brindilles justement du corps à New York.
Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est peut-être au niveau national ou international, si on peut dire, puisque c'est la guerre qui gronde tout autour de lui, et c'est une guerre qu'il a vue en face. Il a vu la montée des nationalismes. Saint-Exupéry, il a été grand reporter, il a couvert des fronts, il est allé en Allemagne, en Espagne, en Italie, et vraiment cette montée des nationalismes, c'est comme ces mauvaises graines qu'il faut arracher. Donc voilà un second niveau de sens. Et puis vous en parliez, je pense qu'il y a un troisième niveau. On est en 1942, c'est un moment où l'Amérique est très en avance sur la prise de conscience environnementale. C'est très étonnant parce qu'aujourd'hui c'est plutôt le contraire, hein, ils sont en retard. Mais en 1942, on avait déjà des voix qui s'élevaient pour parler de la vulnérabilité de notre toute petite planète, qu'il fallait faire attention à elle, qu'il fallait l'entretenir comme ce petit prince qui ramonne consciencieusement ses volcans ou qui va arracher les mauvaises graines. Voilà, on est sur quelque chose qui relève du sentiment de l'urgence, hein. Il le dit quand il a dessiné les 3 baobabs sur cette petite planète, il a été animé par le sentiment de l'urgence et il dit « Enfants, faites attention aux baobabs ». Avec ici l'évocation des baobabs, Alban Cerisier, nous avons une image qui marque et le dessin est important parce que Antoine de Saint-Exupéry montre cette planète avec des baobabs. C'est pas facile à imaginer à l'écriture, ou en tout cas nous l'imaginons, mais il nous offre ici, il accompagne, et c'est en cela que le dessin est si important, il accompagne la lecture et on saisit maintenant, et une fois qu'on a vu cette planète et ses baobabs, on ne peut voir qu'elle. Voilà, on voit bien ce que c'est. D'ailleurs, il était très très fier de ce dessin. Il le dit, c'est le plus beau dessin du livre. Peut-être pas d'accord, mais en l'occurrence, voilà, c'est vrai que c'est très. Et moi, je pense aussi, ça me fait penser aussi à l'image de la planète. Vous savez, avec les éléphants qui sont les uns sur les autres. Ça aussi, je pense que c'est des dessins qui sont frappants pour les enfants, quoi. Je veux dire, des éléphants les uns sur les autres sur une toute petite planète, c'est quand même super drôle. Voilà. Et des baobabs, des arbres qui envahissent une planète, c'est extrêmement angoissant. C'est une image très frappante et qui s'adresse effectivement à l'adulte, voilà, et voilà, aux enfants aux adultes que seront les enfants plus tard, mais aussi très directement aux enfants par leur puissance graphique, quoi, immédiate. Voilà. Il était très fier globalement de ses dessins définitifs du Petit Prince, qu'il avait pris le soin de tous placer sous des Marie-Louise, et il avait autographié les Marie-Louise. Il y a que pour les dessins originaux du Petit Prince qu'il a fait ça. J'ai jamais vu pour d'autres dessins. Donc c'était ces petits chefs-d'œuvre. Il s'est vraiment beaucoup appliqué. Oui. Je sais qu'il y a des témoignages qui disent qu'il tirait la langue quand il dessinait pour pas dépasser. C'est assez amusant aussi d'imaginer qui. Et on voit la réussite, tellement ces dessins d'Antoine de Saint-Exupéry sont repris, mais alors repris sans cesse. Parfois, beaucoup et partout. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a tout un marketing autour de cela, parce que Nathalie Prince, c'est aussi une histoire commerciale, cette histoire du Petit Prince. Vous avez évoqué ses traductions. L'ouvrage est traduit rapidement, partout, succès partout dans le monde. On peut voir des variations de réception. Est-ce que cela, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'identifier autour du Petit Prince ? Je sais qu'il est traduit, c'est un des ouvrages les plus traduits au monde, après la Bible, en 300 langues. 700 maintenant. 700, voilà, pardon. Langue et dialecte locaux. Aujourd'hui, c'est essentiellement des langues régionales. La traduction, là, tout récemment, il y a une édition sur un dialecte, local du Poitou. Voilà, de la région de pas très loin de Mortemer, etc. Voilà. Donc on est vraiment maintenant dans la micro traduction, voilà, mais c'est magnifique. Mais on est le Petit Prince. Exactement. C'est un véritable phénomène littéraire. Au-delà des traductions, il a été mangaisé, BDisé, mis en scène, joué, rejoué. Ça s'arrête plus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive au statut de mythe littéraire, bien sûr. Et moi, je suis curieuse de savoir la phase de démythification. Comment ça va se passer quand ça va retomber ? Parce que ça va toujours retomber. Alors, il y a des territoires quand même qui sont effectivement plus attentifs au livre, plus sensibles au livre, notamment le monde asiatique, le Japon, la Corée. Enfin, il y a vraiment une histoire propre de la réception de ce livre de ce côté-là. Au Brésil, en Argentine, ce qui répond aussi à une histoire commune de Saint-Exupéry avec ces endroits. Donc voilà, il y a toute une géographie historique de la réception de ce livre.
Puis nous savons combien, une fois que certains ouvrages sont validés chefs-d'œuvre, ils deviennent référence et nous n'osons plus les critiquer puisqu'ils sont validés chefs-d'œuvre. Oui. Ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, mais avant tout, c'est le plaisir de la lecture de Saint-Exupéry. Et rien que cela, relire Le Petit Prince, l'analyse est exceptionnelle et formidable et l'histoire même, merci vivement de nous la raconter, mais le plaisir de la lecture. Voilà, et c'est ce que Dumézil, je crois, disait justement à propos de l'Iliade ou de l'Odyssée. Il disait, mais il faut lire l'Odyssée, mais sans se poser la moindre question et le lire tel qu'il se donne, quoi. Enfin, il y a pas d'obligation, voilà. Mais Saint-Exupéry dit quand même, j'aime bien qu'on lise mon livre avec gravité. Enfin, il y avait une intention chez Saint-Exupéry, et je pense que cette intention est quand même portée par l'écriture. Enfin, moi, je la ressens quand même. Je la ressens. C'est pas quelque chose qu'on peut lire comme ça non plus. Vous confirmez, Nathalie Prince? Ah oui, complètement. C'est un livre. Il n'y a pas une lecture du Petit Prince. Moi, j'ai proposé une hypothèse de lecture, mais il y en a. Chacun verra son Petit Prince de manière différente. Chacun a un petit peu du Petit Prince dans le cœur. Ah, c'est joliment dit ça. Merci pour cette conclusion, Nathalie Prince. Je rappelle, Saint-Exupéry, Du vent dans le cœur, c'est aux éditions Calipe, avec ici cette biographie qui nous fait rencontrer l'auteur, l'homme et son entourage aussi, parce que sous la couverture du livre, il n'est pas seul. Saint-Exupéry, c'est Consuelo. Oui. Et voilà, qui est avec lui. Merci beaucoup, Alban Cerisier. Alors, je rappelle, le manuscrit original d'Antoine de Saint-Exupéry pour Le Petit Prince, qui vient d'être publié aux éditions Gallimard, et puis vos ouvrages aussi, que ce soit la correspondance d'Antoine de Saint-Exupéry et de Consuelo. Merci vraiment à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, Saint-Exupéry, dernier vol d'un pilote de guerre. Pour parler le langage de la caractérologie, je dirais que Saint-Exupéry m'apparaît comme un colérique, un actif exubérant. Mais un actif qui ne se noie pas dans l'action comme un sanguin, mais qui réfléchit son action. C'est le révérend père Jacques-Guy Bougereau, c'est l'aumônier de l'escadrille de Saint-Exupéry ici, qui était en 1969 devant un micro, et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Nicolas Leroulet, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Luce Mourant, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon et Mayouen Guiziou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.